Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. 15h, 16h sur Europe 1. Chevalier Guillaume de Nogaret. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent. Soldats, prêts à faire feu! Soldats du 5e de ligne, je suis votre empereur. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je fais le portrait, sans pinceau, de l'artiste Henri Matisse qui a chamboulé les codes de la peinture et qui a élu domicile sur la Riviera où beaucoup de choses se sont passées là-bas. Ou la véritable histoire d'Henri Matisse à Nice. Pourquoi a-t-il choisi de s'installer à Nice? Peut-on poser un chevalet sur des galets? Et plus sérieusement, comment cette ville du Sud a pu inspirer son art, notamment à la fin de sa vie? Nous sommes un matin de janvier 1941 à la clinique du Parc à Lyon. Henri Matisse a 72 ans et regarde sa mort en face. Des troubles digestifs et des douleurs persistantes à l'abdomen le gênaient dans son travail depuis quelques mois. À la clinique de Nice où sa fille Marguerite Dutuit a accouru à son chevet, le verdict est tombé. C'est une grave maladie du côlon. Pour se faire opérer, l'artiste a dû quitter Nice, la ville où il s'est enfin établi, pour se retrouver là, à Lyon. Mais Matisse n'a pas dit son dernier mot. Peut-être est-il inspiré par les couleurs du ciel qu'il peut observer depuis la fenêtre de sa chambre, car ce motif revient souvent dans l'œuvre de cet artiste globe-trotteur paradoxalement casanier. C'est depuis ses multiples chambres d'hôtel, d'ateliers, d'appartements qu'il saisit le monde qui l'entoure. Et il a encore tant à voir et tant à montrer depuis son lit. La mort peut bien attendre. Donnez-moi 3 ou 4 ans dont j'ai besoin pour finir mon œuvre, dit Matisse au chirurgien qui l'opère, mais qui ne semble, lui, guère optimiste. Pour lui, Matisse est condamné. On ne lui donne que 6 mois à vivre. Alors 3 ou 4 ans, vous n'y pensez pas. Pourtant, l'opération se passe bien. Mais 2 embolies pulmonaires successives s'abattent sur l'artiste quelques jours après l'opération. Ses proches venus lui rendre visite, comme le poète Louis Aragon, sont saisis d'angoisse. L'artiste souffre terriblement et ça se voit. Mais après 5 mois d'une convalescence mouvementée dans la capitale des Gaules, Matisse, qui est passé, comme il le dit lui-même, à un poil de chat angora de la mort, revient enfin à la vie, et à Nice aussi. Il reprend sa pratique artistique, même s'il n'a hélas plus les mêmes capacités physiques qu'autrefois. Engoncé dans un corset de fer, il est incapable de rester trop longtemps debout pour peindre. Qu'à cela ne tienne, sa force créatrice est intacte, et il explore une peinture au ciseau, la méthode de la gouache découpée qu'on retrouve dans son ouvrage Jazz, sorti en 1947. Parce que oui, après cette opération, ce ne sont pas 3 ou 4 années de sursis que Matisse obtient, mais près de 13. 13 années où il n'a de cesse de créer, peindre, sculpter, décorer, découper, et poursuivre ainsi une œuvre profondément originale et en perpétuelle réinvention. Mais qui aurait pu penser que le jeune Henri Matisse de Saint-Quentin deviendrait l'un des artistes les plus influents du XXe siècle? En 1890, à Bohain, en Vermandois, chez ses parents, Henri Matisse, alors jeune garçon de 20 ans, est bloqué au lit suite à une crise d'appendicite. Clerc de notaire, sans passion particulière, Henri a fait son droit parce qu'il fallait bien faire quelque chose puisqu'il était trop faible physiquement pour reprendre la graineterie de son père. Lors de son année d'études à Paris, il n'a d'ailleurs visité aucun musée. Mais dans son désœuvrement de convalescent, une nouvelle voie s'ouvre soudain à lui. Henri reçoit en effet la visite de son voisin, un certain Léon Bouvier, peintre amateur à ses heures, qui, pour l'occuper, lui montre sa boîte de peinture. Matisse est vite fasciné par les couleurs et leurs possibilités et réclame sa propre palette à sa mère. Si elle-même, qui peint sur porcelaine, n'y trouve rien à redire, son père, lui, s'y oppose fermement. L'art, ce n'est pas une carrière pour un homme respectable comme son fils doit l'être. Matisse obtient néanmoins sa boîte de peinture qu'il appellera sa boîte de Pandore. Avant, déclarera-t-il plus tard, je n'avais de goût à rien.
j'éprouvais une grande indifférence pour tout ce qu'on voulait me faire faire. À partir du moment où j'ai tiré quelques résultats de ma palette, ou même, je crois, à rien que l'action de peindre, j'ai senti un intérêt à la vie et je n'ai plus pensé à autre chose qu'à peindre. Léon Bouvier lui enseigne les rudiments de la peinture et Matisse s'empresse de suivre des cours. D'abord en parallèle de son travail de clerc, mais bientôt, en dépit de l'opposition de son père, il abandonne le droit pour l'art. Sauf que Matisse se cherche sans se trouver. Il s'inspire par le symbolisme, l'impressionnisme ou la peinture du Britannique William Turner qu'il découvre à l'occasion de sa lune de miel. Car oui, Matisse n'est déjà plus un jeune homme. Après avoir convolé avec Caroline Joblot, l'un de ses modèles, il devient le père d'une petite Marguerite en 1894. Et 4 ans plus tard, Matisse se voit placé par hasard à côté d'Amélie Parère lors d'un mariage. Ils discutent toute la soirée et deviennent sérieux bien vite. Sérieux, mais honnête. Matisse avoue qu'il a déjà une fille. Amélie sera plus inquiète quand il lui déclarera qu'il l'aime, mais lui préférera toujours la peinture. Surtout que Matisse n'est pas encore un artiste reconnu. Qu'à cela ne tienne, Amélie l'épouse quand même. Ensemble, ils élèvent Marguerite et ont 2 autres enfants, Jean et Pierre. Amélie tient le foyer, une boutique de chapeaux qui ne suffit hélas pas à subvenir aux besoins du ménage. Matisse, lui, s'épuise. Il travaille comme peintre décorateur pour 25 sous de l'heure. Sa fille Marguerite témoignera plus tard de son quotidien avec son artiste incompris de père. Il y avait les soucis, l'angoisse de mon père qui ne dormait pas, les ventes qui ne venaient pas. Les artistes, c'est merveilleux quand ils ont 80 ans et quand ils sont devenus célèbres. Mais pour Matisse, la célébrité arrive heureusement bien avant. En novembre 1905, tout bascule. Le peintre expose avec ses amis au Salon d'automne, dans la salle 7. Aussitôt nommée « Cage aux fauves », elle fait scandale, provoquant tout à la fois hilarité, stupeur et effroi. Devant le déluge de couleurs tranchées et intenses des tableaux, les figures simples dont les contours s'affranchissent de toute référence au réel, les spectateurs éclatent de rire ou, révoltés, cherchent à détruire ces images qui les bouleversent. Les critiques ne sont pas en reste et vilipendent l'œuvre de Matisse, qualifiant tour à tour ces tableaux d'univers de laideur, d'art sauvage, naïf, hurlant, sans harmonie ni goût. Le fauvisme, mouvement dont Matisse devient malgré lui le chef de file, est né, mais il peine à rencontrer son public. Ces tableaux attirent néanmoins l'attention de collectionneurs. Gertrude Stein, femme de lettres américaine, devient même la première mécène de Matisse. Elle racontera plus tard qu'elle a trouvé son tableau, La femme au chapeau, tout à fait normal. Ce portrait d'Amélie, la femme modiste de Matisse, Stein cherche aussitôt à l'acquérir. Elle se rend alors d'un pas décidé dans le bureau du secrétaire du salon. C'est son premier achat. Elle ne connaît pas bien les usages. On lui explique que l'artiste demande 500 francs, mais qu'il faut négocier. Elle en propose 400. On transmet alors cette proposition à un Matisse déprimé qui se traîne dans son atelier, assommé par les critiques. Il veut aussitôt accepter, mais son épouse, qui pose alors pour lui, ne l'entend pas de cette oreille. « Si cette Américaine veut tant ton tableau, elle payera bien les 500 francs. » Et effectivement, quelques jours plus tard, l'affaire est conclue. Et au-delà de la vente, Gertrude Stein et Matisse ouvrent les prémices de ce qui deviendra une longue amitié. Gertrude Stein décrit la peinture de Matisse ainsi. Il utilisait ce dessin déformé comme l'on fait d'une dissonance en musique, du vinaigre ou du citron en cuisine, ou des coquilles d'œufs dans le café pour le clarifier. Dans une lettre de 1949 envoyée à sa fille Marguerite, Matisse fait écho à Gertrude Stein et évoque, lui, son travail en ces mots. Un tableau fauve est un bloc lumineux formé par l'accord de plusieurs couleurs, formant un espace possible pour l'esprit dans le genre, à mon sens, d'un accord musical. Dissonance musicale ou culinaire, la peinture de Matisse rayonne désormais. Ces tableaux fauvistes arrachent aux États-Unis, en Russie ou en Allemagne, même si le chef de file du fauvisme peine encore à rencontrer son public en France, n'étant pas du goût de tout le monde. Si l'artiste qu'il est s'est enfin révélé, il va susciter tout au long de sa vie bien des indignations et une rivalité avec un autre grand peintre. À Paris, en 1906, Matisse a été invité au salon de son amie et première mécène Gertrude Stein.
C'est là qu'on lui présente un certain Pablo Picasso, de 12 ans son cadet, un andalou nerveux et renfermé qui baragouine encore un français approximatif. Le toréador éblouit pourtant déjà la critique, là où Matisse se fauve aux allures de bourgeois tranquille avec ses petites lunettes rondes, peine tant à la convaincre. Mais il a un temps d'avance sur le jeune peintre et incarne déjà la modernité. Matisse influence même Picasso, que ce soit dans ses expérimentations perfectionnistes ou intransigeantes, ou dans son intérêt pour l'art dit primitif des pays africains. Matisse est en effet l'un des premiers artistes à s'y pencher en achetant une statuette congolaise qui apparaît rapidement dans une nature morte. Bien vite, Matisse et Picasso deviennent amis et rivaux aussi. Ils se jaugent mais se comprennent. Ils tiennent pourtant à se distinguer l'un de l'autre et se surnomment pôle Nord et pôle Sud dans les soirées. Certaines piques sont aussi envoyées de part et d'autre. Matisse juge Picasso capricieux et imprévisible, et Picasso déclare perfidement que son aîné peint, pour reprendre ses mots, de beaux et élégants tableaux. Si les deux artistes s'échangent des toiles, on raconte que Picasso utilise un portrait que Matisse a fait de sa fille Marguerite comme cible pour jouer aux fléchettes. Pour autant, leurs œuvres ne cessent d'être comparées, et en 1918, les deux artistes partagent une exposition préfacée par le poète Apollinaire. À la fin de sa vie, Picasso déclarera même « Il faudrait pouvoir mettre côte à côte tout ce que Matisse et moi avons fait en ce temps-là. Jamais personne n'a si bien regardé la peinture de Matisse que moi, et lui la mienne. » Si leurs œuvres se côtoient de très près, les artistes continuent de se croiser aussi. Et même hors de Paris, notamment à Nice, où Picasso descend parfois. C'est là-bas que Matisse, contre toute attente, et en plein cœur de la Première Guerre mondiale, s'est installé. Invité dans le Sud par un ami en 1917, Matisse ne pense s'absenter que pour quelques jours. Mais il contracte une bronchite et son médecin lui conseille d'aller se reposer à Nice, une destination réputée pour les convalescents. Il pose alors ses valises dans une chambre d'hôtel vétuste, mais qu'importe. Ce qui compte, comme toujours pour lui, c'est la fenêtre qui donne à voir la mer et ses couleurs sublimes. Mais alors que de nombreux amis sont partis au front, Henri, lui, est resté là. Esseulé, il se sent coupable et veut se faire enrôler aussi, d'autant plus que ses deux fils, Jean et Pierre, sont bientôt mobilisés à leur tour. Mais Marcel Samba, homme politique et premier collectionneur français de ses toiles, lui assure que pour servir son pays, il faut, comme il le fait si bien, continuer de peindre. À l'image de la période que le monde traverse, le noir fait alors son apparition dans l'œuvre de Matisse. Sa peinture a perdu ses couleurs de fauve, puis petit à petit les ténèbres s'étiolent et après la guerre, sur les bords de la Méditerranée, la lumière revient sur la toile. Matisse passe d'abord d'un hôtel à l'autre avec toujours vue sur la mer et fait finalement de Nice sa résidence principale en 1925. Il a enfin un point d'ancrage où il trouve l'apaisement, loin de Paris et ses bavardages. « J'ai travaillé à Nice comme j'aurais travaillé n'importe où ailleurs », dira plus tard le peintre, minimisant l'impact pourtant indéniable que cette ville a eu sur son œuvre. De 1917 à 1929, c'est d'ailleurs pour Matisse la période niçoise, ou Nice Period, c'est-à-dire jolie période selon les Américains. Pourtant, les critiques de l'époque avec lesquelles on ne peut décidément jamais gagner considèrent son travail comme une aberration. C'est un relâchement après toutes ces découvertes si originales. En effet, Matisse, qui voulait tant s'affranchir de la représentation, revient à une peinture plus proche de ses sujets, plus réaliste aussi. Le fauve serait-il devenu un petit chat, comme le dit la critique ? Le peintre est simplement en pleine recherche et explore encore de nouvelles formes, s'affranchissant du chevalet pour réaliser décors et costumes d'un ballet ou pour illustrer les poèmes de Mallarmé. La ville de Nice lui plaît par son artificialité avec ses façades aussi pimpantes que plates. Un cadre idéal pour ses rêveries colorées. Dans ses intérieurs, il fait poser ses modèles parmi les objets accumulés lors de ses voyages, tapis, sculptures, lampes, etc. En 1921, il entame ainsi une série d'odalisques, femmes alanguies de l'orientalisme, inspirées par son séjour au Maroc. Si le peintre, grand voyageur au rayonnement mondial, ne cesse jamais de chercher l'inspiration à travers ses voyages, il est certain que c'est à Nice qu'il trouve le cadre idéal pour se dédier pleinement à son travail, qui va connaître un fort retentissement à l'international.
Outre Gertrude Stein, la femme de lettres et collectionneuse d'art américaine, Matisse le Fauve attire aussi l'attention du collectionneur russe Sergei Chouchkine, qui lui commande 2 panneaux décoratifs pour un hôtel particulier. La danse et la musique, ce sont leurs noms, sont exposés au Salon d'automne de 1910 et suscitent encore une fois de vives critiques. Chouchkine, ébranlé, hésite même à refuser les peintures, mais change d'avis et finit par les garder. Avec nos yeux d'aujourd'hui, on peut dire que grand bien lui en a pris. La cote de Matisse n'a en effet jamais cessé d'augmenter, malgré des débuts difficiles. Une autre commande célèbre est celle du docteur Albert C. Barnes, un Américain aussi richissime qu'excentrique. Il achète tableau sur tableau et commande à Matisse une grande décoration murale pour la fondation Barnes, la danse de Marion. Matisse réalise des croquis grandeur nature et cherche sans relâche l'harmonie parfaite des couleurs. Malheureusement, une erreur dans les dimensions l'oblige à tout recommencer. L'artiste s'épuise dans ce labeur de Sisyphe. En effet, Barnes, qui n'apprécie pas vraiment, a des réactions imprévisibles qui forcent le déjà perfectionniste artiste à travailler sans relâche. Quand son œuvre est enfin terminée, elle n'est pas accessible. Et oui, l'irascible Barnes ouvre sa collection au gré de ses humeurs. Et s'il a un critique dans le nez, aussi renommé soit-il, lui et sa clique ne passeront pas la porte. Qui plus est, il garde jalousement sous clé les œuvres de sa collection et ne les prête jamais. Les reproductions même ne sont autorisées qu'en noir et blanc, ce qui nuira à la connaissance des œuvres de Matisse jusqu'à la mort de Barnes. Malgré ses tableaux cachés, Matisse jouit d'une grande renommée aux États-Unis, mais comme en France, cela ne se fait pas sans heurts. En effet, en 1913, il suscite des passions à Chicago où ses œuvres sont exposées. Des étudiants en art y brûlent 3 copies de ses tableaux, après un faux procès qui condamne Matisse, surnommé Henry Hair Mattress, ou en français Henri Matelas, pour, je cite, meurtre et vol artistique, incendie pictural, dégénérescence de la couleur, usage criminel de la ligne, aberration esthétique et abus de titre. Je ne saurais le dire en anglais. Mais ce fait divers a surtout le mérite d'éveiller les curiosités et l'exposition est finalement un succès. Mais c'est surtout le fils cadet de Matisse, Pierre, qui pérennise son œuvre outre-Atlantique. En effet, le petit dernier de la famille, qui sera le confident de son père à la fin de sa vie, est devenu un grand marchand d'art new-yorkais. Il vend, entre autres peintures, de nombreux Matisse qui entrent dans des collections privées et des musées. La célébrité de Matisse aux États-Unis est telle qu'Andy Warhol, le célèbre pop artiste américain, dira en 1971 à un ami lui demandant ce qu'il désire le plus au monde : « Je veux être Matisse ». Mais la vie personnelle du peintre n'est pas aussi enviable que sa carrière. En 1939, Amélie et Henri Matisse se séparent. Amélie se sent menacée par la jeune immigrée russe Lydia Delektrotskaya, qui l'assiste d'abord elle, puis Henri lui-même jusqu'à la fin de sa vie. La jeune femme devient indispensable à Matisse et administre toute la maison, ce qui déplaît à Amélie. L'épouse du peintre qu'il avait tant soutenu préfère partir. Le conflit des époux fait écho au conflit plus grave, évidemment, qui soulève l'Europe entière. La guerre éclate, Matisse est épuisé par la tension qu'il sent partout autour de lui, mais refuse plusieurs offres de se réfugier aux États-Unis pour fuir la guerre. Si la Première Guerre mondiale fut difficile pour Matisse, l'artiste s'attaque là à la peinture avec une vigueur renouvelée et des couleurs intenses. Il se plonge dans le travail avec d'autant plus d'acharnement qu'il cherche à oublier la tragédie qui le frappe. En effet, en 1944, Amélie et Marguerite, qui se sont engagées dans la résistance sans que Matisse ne le sache, sont arrêtées. Si Amélie est libérée 6 mois plus tard, sa fille Marguerite est torturée et défigurée. Elle parvient à s'échapper alors qu'elle allait être déportée et rejoint son père à Vence. Le peintre s'y était finalement réfugié suite aux menaces de bombardement de Nice. Là-bas, il dessine Marguerite à de nombreuses reprises, cherchant l'apaisement en explorant encore et encore cette figure héroïque. Ses dessins sont par la suite vendus au profit des francs-tireurs et partisans, la résistance intérieure française. Le fils de Matisse, Jean, est aussi résistant. Le sculpteur participe à des opérations de sabotage et cache des bombes dans ses statues. Contrairement à Marguerite et Amélie, il continue ses activités jusqu'à la libération. Encore une fois, Jean est au front
alors que son père reste dans son atelier. Mais cette fois, Matisse a véritablement le sentiment de combattre à sa manière. Et puis, l'opinion publique sur Matisse a encore changé. Jusque-là, il était vu comme un bourgeois hédoniste sans réelle prise avec la réalité. Une impression renforcée par ses peintures fauvistes, luxe, calme et volupté, mots empruntés à Baudelaire, le bonheur de vivre ou encore sa déclaration que l'art doit être analogue à un bon fauteuil. Il a la réputation de vivre retranché, d'ignorer les tragédies, mais il est depuis peu réhabilité en figure d'unité nationale. Et le poète résistant Louis Aragon participe à lui construire cette image unificatrice du génie français. Il entre en contact avec Matisse en 1940. « J'irais volontiers le voir », écrit-il au sujet du peintre. « Je ne le connais pas, mais dans cette extraordinairement triste époque, j'ai envie de voir les gens dont les pensées sont en couleur. » Le poète se passionne pour le peintre et ensemble, les deux hommes réalisent Henri Matisse, un roman publié après la mort de Matisse. En s'associant publiquement avec le poète à cette époque, le peintre ne cache pas ses opinions politiques. Une manière de résister pour celui qui évitait pourtant d'aborder certains sujets pendant ses entrevues avec le poète résistant. Il lui glissait d'ailleurs parfois avec inquiétude des « n'en faites pas trop » qu'il aurait voulu destiner à sa famille. Et deux femmes, Lydia Delectorskaya et Monique Bourgeois, qui ont soutenu un Matisse alité et affaibli à la fin de sa vie, lui ont permis d'accomplir ses derniers chefs-d'œuvre. Dans les années 1940, après l'opération causée par son cancer, je vous le racontais en préambule, Matisse poursuit avec acharnement sa pratique artistique. Les papiers découpés lui permettent de créer sans se fatiguer. Installé loin de la mer qu'il affaiblit sur les hauteurs du Cimier, un quartier de Nice, il aménage son atelier pour travailler à l'ité. Tout s'organise autour de son corps malade, tout est accessible. Armé d'un bâton de 2 mètres, il va jusqu'à dessiner au plafond les portraits de ses petits-enfants de passage. L'espace paradisiaque qu'il conçoit avec des plantes et des oiseaux lui rappelle sans doute les voyages qu'il ne peut plus entreprendre. Mais surtout, il bénéficie de l'aide de l'infirmière Monique Bourgeois, une jeune femme déterminée qui soutient financièrement toute sa famille avec ce travail. Mais aussi et toujours de Lydia Delectorskaya qui travaille pour lui sans relâche. À elles deux, les dames s'occupent de l'administratif, de l'entretien de l'atelier, de la santé de l'artiste et posent même pour ses dessins et peintures à de nombreuses reprises. Sans leur assistance, nul doute que la carrière du peintre n'aurait pas été aussi prolifique à la fin de sa vie. Mais en 1944, l'équilibre tripartite de ce nouveau foyer est brisé. Monique quitte l'atelier et entre sans prévenir dans les ordres. Matisse est très affecté par cet abandon, surtout qu'il décelait chez Monique un certain talent artistique. Mais ils renouent et s'écrivent dès 1945. Matisse comprend le départ de celle qui se fait à présent appeler Sœur Jacques-Marie. Son appel spirituel est semblable à celui qui poussa Matisse vers la peinture, l'arrachant au droit et à une vie ordinaire de bourgeois comme il faut. Leur entente se poursuit et c'est à l'initiative de Sœur Jacques-Marie que Matisse entreprend la réalisation de la chapelle du Rosaire à Vence pour les sœurs dominicaines. En 1949, au moment de la cérémonie de la première pierre, Matisse veut la dédier à la religieuse ainsi qu'à Lydia qui continue à soutenir son travail. Il est conscient de tout ce qu'il leur doit. Reconnaissant, il réalise la chapelle comme un grand livre ouvert. Il s'agit pour lui d'une œuvre totale qui fait converger ses diverses techniques, dessins, peintures, silhouettes découpées. Elle lui permet de dépasser la toile et d'utiliser de nouveaux matériaux. Cette réalisation permet surtout à Matisse de s'apaiser. « Mon sentiment est en accord avec mes moyens d'expression », déclare-t-il. « Je puis me situer dans mon époque. Pour celui qui fut si souvent incompris, ce sentiment est inestimable. » Matisse meurt le 3 novembre 1954 à Nice, à l'âge de 84 ans. C'est dans son lit qu'il a commencé à peindre, encouragé par sa mère qui lui offrit sa première palette, et c'est aussi à l'ité, son pinceau soutenu par Lydia, qu'il achève ses dernières œuvres. Henri Matisse n'était peut-être pas assez solide pour être grainetier, mais il était largement assez pour bouleverser le monde de l'art. Europe 1, historiquement vôtre. Claudine Gramont, merci d'être toujours avec nous. La chapelle du Rosaire à Vence que j'évoquais à l'instant
est l'ultime réalisation si chère à Matisse. Œuvre totale, il l'a qualifiée lui-même de résumé de toute sa vie active. C'est en quelque sorte son testament. Oui, c'est une forme de testament, d'accomplissement aussi, je dirais, pour son œuvre, puisque c'est une œuvre d'art qu'on peut qualifier de totale, parce qu'il conçoit absolument tout dans cette chapelle. Les vitraux, les céramiques, la disposition, le mobilier, les éléments et les vêtements aussi liturgiques. C'est ce qu'il a toujours souhaité faire, c'est faire une œuvre totale, travailler aussi directement sur le mur. Ce concept de mur est très important pour lui, parce que ses premières grandes commandes ont été les décorations pour le palais de Tchoukine et ensuite de Morozov. Donc voilà, c'est vraiment... Là, pour moi, c'est vraiment un accomplissement dans sa carrière. À quoi ressemble cette chapelle du Rosaire et qu'est-ce qu'on peut y trouver, puisque c'est un condensé de tout son art? Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'artiste insatiable qu'il était? C'est un lieu qui est saisissant. Il est modeste, mais puissant. Puissant parce que il est traversé littéralement par la lumière. Donc c'est un rectangle assez simple, il l'a souhaité comme cela, avec des ouvertures en vitraux. Et la lumière pénètre par le vitrail et se projette sur des céramiques blanches sur lesquelles il a peint la figure du Saint-Dominique, de la Vierge et un chemin de croix extraordinaire. Et c'est ce dispositif qui fonctionne à merveille dans la chapelle, qui crée une sorte de lumière, de couleur tout à fait immatérielle. La couleur devient immatérielle dans la chapelle. Et ça, je trouve que c'est sans doute son plus bel accomplissement, comme je vous le disais. Voilà, pour moi, ce qui est saisissant, c'est la puissance du lieu et sa très grande simplicité, à travers quelque chose qui est aussi pensé de manière très claire. Matisse est un artiste qui a un langage clair. Claudine Grabant, vous proposez actuellement et jusqu'au 24 septembre prochain l'exposition Matisse, année 1930. Pourquoi particulièrement avoir choisi de couvrir cette période de sa vie? C'est un moment dans sa carrière qui est le moment de la maturité, le moment où cet artiste, cet homme, va faire un bilan et se dire, donc après avoir traversé cette période des odalisques que vous avez évoquée tout à l'heure, se dire qu'il voudrait sans doute prendre un nouveau départ. Il a une panne, il traverse une crise. Et comme il l'a déjà fait auparavant, dans un moment de crise, il décide de s'éloigner, de partir. Il part loin, puisqu'il traverse l'Atlantique jusqu'à New York, traverse les États-Unis et va jusqu'à Tahiti. Et c'est le moment aussi où il y a un événement important dans son existence et dans sa carrière, qui est la commande de la danse par le célèbre collectionneur Barnes. Et cette commande, qui est la commande d'une grande peinture murale pour sa fondation de Marion, est l'occasion pour Matisse de créer quelque chose de totalement nouveau à partir de cela. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de s'y rendre, qu'est-ce qu'on peut découvrir en allant voir cette exposition à Nice? Alors, l'exposition est uniquement consacrée aux années 30 de Matisse et donc à montrer quelle transformation s'est opérée pendant cette période-là, pendant cette décennie. Donc, il va y avoir la question, bien sûr, très présente au musée Matisse de Nice, qui est celle de l'atelier, donc du cadre de création de Matisse, qui est toujours très importante. Et puis, on a quelques œuvres majeures dans l'exposition, qui sont pour moi des icônes du XXe siècle, dont le prêt exceptionnel du Grand Nu couché du musée de Baltimore, qui est une œuvre qui va par la suite impressionner de nombreux artistes. Vous évoquiez tout à l'heure Andy Warhol, mais bien sûr, il y a également Tom Wesselmann qui a dans ses Pink Nude, repris aussi cette figure monumentale de Matisse. Claudine Grabant, vous proposez actuellement et jusqu'au 24 septembre prochain l'exposition Matisse, année 1930. Pourquoi particulièrement avoir choisi de couvrir cette période de sa vie? C'est un moment dans sa carrière qui est le moment de la maturité, le moment où cet artiste, cet homme, va faire un bilan et se dire, donc après avoir traversé cette période des odalisques que vous avez évoquée tout à l'heure, se dire qu'il voudrait
sans doute prendre un nouveau départ. Il a une panne, il traverse une crise. Et comme il l'a déjà fait auparavant, dans un moment de crise, il décide de s'éloigner, de partir. Il part loin, puisqu'il traverse l'Atlantique jusqu'à New York, traverse les États-Unis et va jusqu'à Tahiti, et où il restera quelques mois et retour. Et c'est le moment aussi où il y a un événement important dans son existence et dans sa carrière, qui est la commande de la danse par le célèbre collectionneur Barnes. Et cette commande, qui est la commande d'une grande peinture murale pour sa fondation de Marion, est une occasion pour Matisse, voilà, de rejouer les choses, de repartir à nouveau et de créer quelque chose de totalement nouveau à partir de cela. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de s'y rendre, qu'est-ce qu'on peut découvrir en allant voir cette exposition à Nice ? Alors, l'exposition est uniquement consacrée aux années 30 de Matisse et donc à montrer quelle transformation s'est opérée pendant cette période-là, pendant cette décennie. Donc, il va y avoir la question, bien sûr, très présente au musée Matisse de Nice, qui est celle de l'atelier, donc du cadre de création de Matisse, qui est toujours très importante. Je vous rappelle que le musée Matisse se situe à quelques mètres seulement de l'atelier du Regina, où Matisse emménage en 1938. Donc, il s'est créé dans cet atelier tout un univers, une atmosphère qui va lui rappeler justement le luxe et l'hédonisme de ce moment tahitien qui a été fondateur pour lui. Et puis, on a quelques œuvres majeures dans l'exposition qui sont pour moi des icônes du XXe siècle, dont le prêt exceptionnel du Grand Nu couché du musée de Baltimore, qui est une œuvre qui va par la suite impressionner de nombreux artistes. Vous évoquiez tout à l'heure Andy Warhol, mais bien sûr, il y a également Tom Wesselmann qui a dans ses Pink Nude repris aussi cette figure monumentale de Matisse. Alors, je le disais, c'est une vilaine bronchite qui a poussé Matisse à séjourner à Nice, mais c'est la beauté de la ville qui l'a poussé à s'y installer jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce que cette ville a de plus que le reste de la Côte d'Azur ? Alors pour lui, évidemment, et pour vous ? Alors pour Matisse, et pour moi, j'ai été, quand je suis arrivée à Nice, je suis parisienne, et quand je suis arrivée à Nice, j'ai surtout été saisie par la lumière d'hiver. J'avais pas réalisé la transformation que cette lumière pouvait opérer dans le paysage, dans l'atmosphère générale. Et puis, il y a, surtout quand on voit cette lumière des hauteurs. Nice, c'est vraiment la rencontre entre la montagne et l'eau. Et ça, je pense que pour un artiste comme Matisse, il y est très sensible. Son atelier est au départ très proche de l'eau, avant de s'en éloigner justement en 1938 à Cimiez, puisque le Regina se trouve à Cimiez. Il y a aussi la baie des Anges, qui est quand même une des plus belles baies du monde. Ce grand dégagement vers l'horizon, comment ne pas y être sensible pour un artiste qui va représenter l'espace à travers la couleur. La couleur, le bleu. Le bleu est emblématique de l'œuvre de Matisse. Tout Matisse est là. Ça, c'est frappant aussi. Et puis, il y a autre chose qui est important aussi, c'est l'atmosphère de cette ville qui retient Matisse, d'abord parce qu'elle est cosmopolite. C'est un homme qui avait fondé en 1910 une académie à Montparnasse, donc était très implanté dans ce milieu cosmopolite. C'est important pour lui, cette ouverture au monde, toujours. Et Nice est une ville cosmopolite, il aime ça. C'est une ville aussi où résident de nombreux autres artistes ou écrivains, Romain Rolland par exemple, André Gide. Bon, il ne les fréquente pas tous les jours, mais il les fréquente régulièrement. Et sans doute aussi, au départ en tout cas, cette volonté de s'éloigner de Paris, de s'éloigner de cette capitale de la culture à l'époque, et peut-être de se retrancher d'une certaine manière pour se retrouver lui-même dans sa chambre d'hôtel au départ, puis après dans cet intérieur niçois avec l'odalisque, avec cette fenêtre ouverte sur la mer. Et vous voyez bien que la fenêtre, c'est vraiment toujours, et chez Matisse, cette ouverture sur l'autre, cette ouverture vers l'ailleurs, cette ouverture vers l'espace.
D'où l'importance, évidemment, de parler des ateliers dans votre exposition, parce que, évidemment, c'est aussi l'univers dans lequel travaillait Matisse qui est important pour comprendre son œuvre. C'est son univers mental, l'atelier et l'univers mental. C'est le lieu de tous ces voyages imaginaires. Le voyage est très important pour Matisse, il se déplace, on l'a dit, il a beaucoup voyagé, mais c'est dans l'atelier que se passe le travail de la mémoire, qui est un travail vraiment essentiel dans la création maticienne. C'est de faire ressurgir des impressions diverses, des odeurs, ce qu'il a pu voir, des couleurs. Et c'est comme ça que son trait et que ses couleurs sont si sensibles. C'est par ce travail en profondeur de la mémoire. C'est très proustien comme manière d'aborder les choses. Oui. Quelle est selon vous, j'allais dire, l'œuvre qui représente le mieux cette période niçoise? Pour moi, l'œuvre la plus extraordinaire de toute cette période, c'est une œuvre de 1952 qui est conservée au musée Matisse de Nice, le Nu bleu. Le Nu bleu, il y a 4 versions du Nu bleu. Le Nu bleu 4 est celui du musée. C'est une figure qui est tout à la fois très classique, totalement bleue, effectivement, mais elle est classique et complètement ouverte sur le XXe siècle et même sur le XXIe. On pourra donc la retrouver, évidemment, dans l'exposition, puisqu'elle fait même partie de l'exposition permanente. Elle fait partie de la collection permanente, mais comme c'est du papier gouaché découpé, c'est une œuvre fragile. Donc on ne peut pas l'exposer et on ne peut pas l'exposer en permanence, malheureusement, mais c'est un trésor que nous devons garder pour les générations futures. Claudine Gramont, je le disais en tout début d'émission, vous avez dirigé Tout Matisse, un dictionnaire absolument remarquable consacré à Matisse. Vous expliquez d'ailleurs dans votre avant-propos avoir choisi de n'évoquer que des artistes contemporains de l'artiste. Pourquoi? Sont eux qui le racontent le mieux finalement? Pour une raison très simple. D'abord parce qu'il fallait évoquer les artistes de l'entourage de Matisse, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont regardé. Mais aussi parce que si j'allais au-delà du vivant de Matisse, alors là, je me lançais dans un deuxième livre. Et bon, ça sera pour plus tard, mais il fallait circonscrire le périmètre. Vous qualifiez Matisse de bon stratège de son œuvre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je crois que Matisse, comme Picasso d'ailleurs, a été un très fin stratège dans la mesure où il a choisi ce qu'il allait exposer, il a choisi la manière de se montrer, même d'être représenté, donc, puisque les artistes de cette première moitié du XXe siècle, c'était pas l'époque de la télévision, mais c'était l'époque déjà des premiers reportages photographiques, par exemple. Et il prêtait toujours beaucoup d'attention à la manière dont il se présentait. Donc vous avez parlé tout à l'heure de cette image d'un artiste bourgeois qu'il voulait, c'est une image qu'il a souhaité donner très tôt, parce qu'en 1905, quand il a exposé dans cette fameuse cage aux fauves et qu'il a été reconnu comme étant le chef de file de ce mouvement, il était là, conspué au contraire comme une sorte de sauvage, d'artiste. Voilà. Il a voulu montrer l'image contraire, tout simplement. À travers toutes ces périodes, au fond, Matisse s'est perpétuellement renouvelé dans son art. Questionner l'art, le remettre en doute, c'était un peu sa façon d'être, sa façon d'agir. Oui, et c'est peu, si vous voulez, ce doute, paradoxalement, est peu visible dans son œuvre. Je vous ai parlé de clarté. C'est un artiste qui fait des choix, qui a un énoncé clair et ferme. Donc ce doute, il est présent dans certaines œuvres, si on regarde bien sûr, donc, qui sont plus ou moins, on n'est pas tout le temps bon, et donc il lui arrive d'être plus faible. Mais surtout, je crois qu'à certaines échéances, quand il sent qu'il s'essouffle, il est capable de remettre presque les compteurs à zéro, si je puis dire, et de se relancer dans quelque chose de nouveau. La dernière étape étant justement celle après l'opération de 41, où il va, à travers une technique qui s'appelle le papier gouaché découpé, totalement se renouveler. Totalement. Matisse, aujourd'hui,
universellement reconnu, il est célébré partout dans le monde. Pourtant, au départ, ses œuvres étaient très critiquées par ceux qui écrivaient justement sur les peintres. Était tout simplement en avance sur son temps, ou c'est les critiques qui étaient terriblement en retard? Il y a eu peu de critiques clairvoyantes, surtout aux alentours de 1900. Oui, peut-être que c'était difficile de reconnaître à l'époque la nouveauté de ce type d'expression. Et je dirais surtout sur le terrain français, puisque la reconnaissance est venue de l'extérieur. La reconnaissance, elle est venue des Américains, Léo et Gertrude Stein, Sarah et Michael Stein, et puis les Russes, Morozov, Tchoukine. Cette reconnaissance est venue très vite d'ailleurs. Vous le disiez encore un instant, il a été considéré comme le chef de file de ce mouvement qu'on a appelé le fauvisme. Est-ce que lui-même revendiquait ce statut? Alors, il ne s'est jamais appelé lui-même, il ne s'est jamais investi chef de file publiquement. En revanche, je pense que sa stratégie, puisqu'on parlait de stratégie tout à l'heure, a été à l'époque, d'une part, de faire une forme de statement qui a été les notes d'un peintre, qui sont publiées en 1908, qui sont traduites en allemand, en anglais, jusqu'en japonais. Donc, et ça a été diffusé très, très, très vite. C'était très, très important pour toute la génération des artistes de l'avant-garde en Allemagne aussi, et jusqu'en Russie. Donc ça, c'est une première affirmation. C'est un texte, les notes d'un peintre, qu'on peut toujours lire aujourd'hui, qui est essentiel, qui est fondamental pour l'œuvre de Matisse, mais aussi, je pense, pour l'histoire de l'art de la première moitié du XXe siècle. Et puis, il y a aussi donc, cette école, cette académie, qu'il va fonder entre 1908 et 1910. Elle durera peu de temps parce qu'il se rend compte que finalement, les élèves qui sont autour de lui n'arrivent pas à se détacher finalement de sa trop grande prégnance. Et ils font du Matisse, ça lui déplaît. Et puis aussi, ça lui prend trop de lui-même. Et je crois qu'il décide d'arrêter à cause de cela. Mais il a eu de très nombreux élèves. Dans votre livre, Tout Matisse, vous évoquez le dialogue continu par œuvre interposée avec Pablo Picasso. Comment ce dialogue s'est-il traduit ? Alors, on a fait une exposition, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire une exposition Matisse-Picasso en 2019 au musée Matisse, et donc la grande chance de pouvoir les accrocher l'un à côté de l'autre. Et je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire de voir la partie de ping-pong entre ces deux artistes, la manière dont l'un va employer la couleur de l'autre, ou l'un va trouver dans l'autre une ligne qu'il va reprendre, ou trouver des choses même encore plus, peut-être apprendre à l'autre ce qu'il a fait, sans que l'autre le révèle à l'autre. On voit en tout cas une très grande attention mutuelle portée à chaque chose qui est produite et exposée. Mais comment vous expliquez que le succès de l'un a été si rapide alors que l'autre a longtemps été incompris? Vous voulez dire le succès de Picasso? Je ne pense pas que Matisse ait été incompris si longtemps. Non, je ne vois pas une telle distorsion entre les deux. Il n'y a pas une telle distorsion? Non, je Nous, on a crois le sentiment que l'un a explosé très vite et que l'autre a longtemps été critiqué. C'est ces deux trajectoires qui sont différentes, qui sont parallèles et différentes. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on ne peut pas traverser le XXe siècle sans les penser l'un par rapport à l'autre. Il y a deux factions, il y a ceux qui sont pour ou anti-Matisse et ceux qui sont pour et anti-Picasso. Donc ce dont s'amusait beaucoup Gertrude Stein, ce pourquoi pôle Nord et pôle Sud, bien sûr. Mais c'est même assez fascinant de voir comment on a construit ces deux figures l'une contre l'autre, en se disant, Picasso, ça va être le cubisme, et puis Matisse, ça va être la couleur. Finalement, les choses sont beaucoup plus complexes que cela, et leur manière... Et finalement, je pense que peut-être que dans un siècle ou deux, on les opposera peut-être moins avec la distance du temps. Matisse
a connu et connaît toujours aujourd'hui un immense succès aux États-Unis. C'était plus tardif en France, faut bien le reconnaître. Ce succès américain, il le doit à son fils, non ? En grande partie, oui. Il a été quand même initié par ces collectionneurs américains du tout début du siècle, les Stein. Et puis, ensuite, donc, Pierre Matisse, son fils, s'installe à New York en 1928 et fonde une galerie qui sera une très importante galerie pour les artistes français en Amérique ou même les artistes européens, pour élargir la chose, en Amérique. Miro, par exemple, a été un des grands artistes de la galerie. Et évidemment, Pierre a largement contribué à proposer Matisse dans des grandes collections qui sont ensuite allées par le système que nous connaissons aux États-Unis dans les grands musées. Dans les grands musées, bien sûr. Voilà. Il léguait, les riches américains faisaient de la philanthropie et laissaient leurs collections à des musées. Pour terminer, je racontais dans mon récit l'admiration que Andy Warhol avait pour Matisse, en disant je serais Matisse ou rien. Enfin, mon rêve, c'est d'être Matisse. Il a eu d'autres admirateurs illustres comme Andy Warhol ? Un, par exemple, que j'ai eu la chance aussi d'exposer l'an dernier au musée, David Hockney. J'ai découvert que David Hockney avait une grande admiration pour Matisse. On a déjà fait le rapprochement entre David Hockney et Picasso, mais en réalité, Matisse est tout aussi essentiel pour David Hockney. Et puis une autre admiratrice, c'est vous. Moi. Merci beaucoup, Claudine Gramont, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du peintre Henri Matisse à Nice. Et c'est à Nice et au musée Matisse que vous dirigez que l'on peut découvrir actuellement jusqu'au 24 septembre prochain l'exposition Matisse années 1930 à travers cahiers d'art. Il faut se dépêcher. Je rappelle aussi le dictionnaire que vous avez dirigé également, Tout Matisse, qui est paru aux éditions Robert Laffont, un bouquin. Merci à vous. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.